Donc Patrick Coste, nous voilà en plein été, en plein début du mois d'août, de retour sur nos interventions sur l'école. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être un peu de parler de ce qui parasite la compréhension de l'école. Je vous laisse, je vous donne la main, je vous laisse y aller. Tous les spectateurs de l'émission de Omar, nous commençons à devenir des habitués, des fidèles l'un à l'autre, tous les deux. Alors juste pour vous situer le contexte d'où je parle, là je suis en montagne, dans les Pyrénées espagnoles, à 900 mètres d'altitude, et donc cette interview sera entourée d'un certain nombre de volets qui claquent, de coups de vent. Hein, ce sont les bugs de la nature. Alors, on va dire que ceux-là, ils sont tout à fait acceptables. Hein. Les interruptions de la nature, ce sont celles de toute façon auxquelles on doit s'adapter. Bon, au-delà de ces brefs préalables, l'émission d'aujourd'hui, dans sa première partie, va consister à mettre en cause un certain nombre d'idéologies qui sont en train de se former qui font un discours autour de l'école, qui, à mon avis, en égard les problématiques réelles, hein, la nature de l'idéologie, c'est toujours effectivement de se fixer sur des perspectives d'interprétation qui déforment, qui détournent des conditions de la réalité. Il y a une occultation des rapports au réel par les formations idéologiques. Or, il se trouve que je me suis intéressé à cette question parce que je participe, je vais être tout à fait explicite hein, sur le parcours par lequel je suis arrivé à cette intention sur cette interview. Je participe régulièrement à des émissions de radio qui s'appellent la mêlée de l'info, où il y a trois invités et un journaliste. Ces invités, en général, sont issus de la sphère politique. Hein. Il y a des députés, des présidents de départements ou des vice-présidents, des personnalités qui ont des représentations dans des partis politiques, que ce soit à droite, extrême droite, centre, gauche, extrême gauche. Je les ai à peu près tous rencontrés. Et il se trouve que dans ces débats, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer des gens qui avaient des visions sur l'école qui correspondaient absolument pas à ce que j'en connais. Étant entendu que j'ai exercé 6 métiers dans la grande maison et que donc au moins j'ai une expérience d'un témoin direct, de première main en quelque sorte par rapport à ce qui s'y passe. Et dans ces débats, j'ai été exposé à des écarts de représentation considérables. Alors, on pourrait, ces représentations idéologiques, leur tourner le dos, en considérant que de toute façon, ce sont des gens qui ne sont pas dans le sujet, qui ne connaissent pas. Or, je crois que c'est plus important que ça, parce que ces formations idéologiques, elles prennent en France, dans des rapports très polémiques, de camp politique à un autre camp politique, des rapports très polémiques qui viennent occuper la scène de l'interprétation. Et il y a un certain nombre de décisions qui se prennent, y compris au gouvernement, qui sont contaminées par ces formations idéologiques. Donc, c'est pas du tout neutre. Et puis, je dois dire que tourner le dos à ces formations idéologiques, ça m'interpelle par rapport, et c'est très loin de notre sujet, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que quand on regarde le comportement des démocrates aux États-Unis, je pense à la période des élections de Madame Clinton, hein, de sa candidature en face de Trump, ils étaient absolument condescendants par rapport à ces formations idéologiques du Trumpisme qui était en train de se développer, quasiment méprisants. Mais en fait, c'est quand même ce camp-là qui a pris le pouvoir. Alors même que de toute évidence, on n'est plus on est dans des considérations
qui sont des dénis de réalité. Et je pense au climat, je pense aux minorités, etc. Et puis la façon dont ensuite le pouvoir a été occupé, sur certains plans, ça consiste quasiment à des autodafés que l'on a connus dans d'autres périodes, où on brûlait des livres, là on interdit des mots, là on interdit des observations de la dégradation du climat, et tout ça constitué sur des formations idéologiques. Donc je crois qu'il ne faut pas ni être méprisant vis-à-vis de ces formations idéologiques, il faut vraiment les considérer comme étant des phénomènes de société existants, et il faut avoir des discours qui soient des discours de résistance par rapport à ces formations-là, parce qu'il y va d'une intelligibilité des situations, hein, d'un rapport à la vérité qui est susceptible d'être détourné. Donc je considère qu'il est important aussi d'occuper le terrain sur cette scène-là. Alors quels sont les discours idéologiques que j'entends autour de l'école dans ces fameux débats auxquels je participe avec des politiques qui ont véritablement des rôles de représentation, hein. Au niveau de la région, s'il vous plaît, ce sont des figures qui sont des figures de premier rang, hein, de la représentation politique. Alors les attaques que j'entends dans l'école, c'est qu'en fait, les enseignants n'enseignent plus, qu'il y a une sorte de déclinisme de l'acte d'instruction par rapport à la culture française, qu'on est dans des sortes d'assistanat, presque d'animation dans l'école. Donc, autrement dit, le travail ne s'y ferait plus. Donc ça, c'est un premier retour que j'ai entendu. Et puis ensuite, il y a des attaques du type, ce sont des gens des gauchistes, plus ou moins. Il y a un dérapage, le milieu enseignant a toujours été traditionnellement à gauche. Et donc, par conséquent, il se développe ce que l'on peut entendre du côté des attaques que l'on peut prononcer vis-à-vis de LFI, hein, c'est-à-dire que on ferait au sein de l'école l'apologie des transgenres, du wokisme, de l'islamo-gauchisme, etc. Et que donc, par conséquent, il y aurait une sorte de politisation du discours enseignant dans les classes qui serait tout à fait contraire à une conception de la République française dans sa souveraineté culturelle, traditionnelle. Et donc, il y aurait un rapport comme ça de dégradation de la situation sur ces versants-là. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ça n'engage que ma parole, mais je connais le terrain de l'éducation nationale. J'ai exercé dans de très nombreux établissements, puis j'ai eu des activités qui m'ont conduit à aller d'un établissement à un autre au niveau régional. Donc je peux dire quand même que j'ai mon oreille à traîner un peu partout. Et donc la part de ces représentations qui sont portées sur l'école, selon lequel ce serait un gauchisme, des marginalités qui seraient absolument pas, qui ne garantiraient pas l'identité française, ça correspond absolument pas à ce que j'ai vécu. Il y a aussi une Ou alors, critique par rapport au refus, qu'il y aura un refus de la hiérarchie de la part des professeurs. Alors, parce que moi, je vois ça sur Internet, dans les commentaires, etc. La boîte de commentaires, c'est souvent intéressant. Et ce qui se dit, c'est que, bon, s'ils se font agresser les profs, c'est quelque part, ils n'ont pas voulu la hiérarchie. Donc, ils l'ont un peu cherché. oui, mais je crois que c'est corollaire. C'est-à-dire qu'il y a dans ces représentations une conception de l'autorité verticale, hein, de la nécessité de revenir à des règles de fermeté, etc. Et que donc on serait dans une sorte de laxisme de l'émancipation égalitaire, et que par conséquent on aurait versé dans des horizontalités de relations, y compris avec les élèves, que l'on aurait mis au centre du système, et que l'on aurait perdu et la haute culture et la verticalité.
hein, et tout ça se rejoint. Je pense que, bon, on y reviendra, mais c'est attaché à un certain nombre de conceptions politiques qui, prennent de plus en plus d'importance dans la société française, et on essayera de voir comment finalement ces articulations se construisent. Alors, au demeurant, je voudrais, pour essayer un petit peu de démonter une formation idéologique, euh, présenter euh, un de ces aspects, une façon que l'on a de, justement, par ces formations idéologiques, de défendre un aspect de l'école qui serait l'apologie de l'académisme. Et on va essayer de faire un peu le tour de cette question, de voir comment justement, il s'articule avec des dimensions idéologiques et politiques, et comment, au sein de l'école, finalement, il est susceptible de ne pas répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent dans l'école, et qui sont des problèmes, eux, de réalité, qu'il faut examiner en tant que tels. Hein. Donc là encore, l'académisme, là, me sert finalement comme prisme de détournement des véritables questions qui se posent au sein de l'école. Alors, qu'est-ce que c'est que l'académisme? Si vous voulez, c'est une conception de la culture qui consiste à être le gardien des belles lettres. Donc, si vous voulez, il y a des exercices convenus de l'académisme, qui est par exemple la dissertation, dans un rapport d'écriture sans faute d'orthographe, en trois parties, un certain nombre d'exercices de mathématiques où il y a une résolution des problèmes qui doit suivre finalement des parcours obligés de leur résolution. Et donc, par conséquent, là, il y a une sorte de forme de la culture qui est une sorte d'identité culturelle, d'hégémonie culturelle, qui est constituée et qui est extrêmement développée dans la conception culturelle française, cette hégémonie culturelle. Alors, ceux qui sont les défenseurs de cet académisme ont coutume de mettre en cause, par exemple, les pensées qui se sont développées du côté de Bourdieu, qui justement mettait en cause les phénomènes de distinction culturelle. Il parlait même de violence symbolique par ces distinctions culturelles, et donc démontrer que par-delà cet académisme, il y avait un accès au code culturel qui était différencié selon que l'on appartenait à une classe sociale ou à une autre. Il pouvait y avoir des héritiers, hein, c'est le titre d'un livre de 1972, il me semble, de Bourdieu. Les Bourdieu, Passeron, en fait, c'était cette école de sociologie qui, donc, s'est interrogée sur cette hégémonie culturelle en montrant qu'en fait, il y avait des accès impossibles pour ceux qui ne disposaient pas des cultures culturelles. Et donc, s'est développée toute une conception de l'égalité, de la différenciation, dont ces défenseurs de la culture de haut niveau ont considéré que c'était un nivellement par le bas, et que le déclinisme de la culture française tenait précisément à cet enseignement de masse où on a prétendu instruire tous les élèves indifféremment, et que donc, au nom de l'égalité, on a écrasé la différence culturelle entre une différence culturelle qui serait de l'ordre d'une sorte de bas niveau, et puis de la haute culture. Alors, euh, cet académisme, dans un premier temps, je voudrais le rattacher, comme je l'ai indiqué, à des orientations politiques, à deux orientations politiques que je vais synthétiser. La première orientation politique qui défend très largement cette conception de l'académisme contre le nivellement par le bas, et qui prétend qu'il faut élever la France vers sa culture, ses belles lettres, hein, en quelque sorte, c'est une conception politique qui s'est développée, qui est le souverainisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le souverainisme, et en quoi il est lié
à la défense de l'académisme, eh bien, on est dans une relation mondiale de la culture, où il n'y a plus de frontières dans la façon dont la connaissance est susceptible de passer par-dessus les frontières. Et donc, par conséquent, il s'y perd une identité. Hein, c'est aussi la conception nationaliste, du nationalisme, hein, du Front National. Il s'y perd une identité. Et donc, par conséquent, pour résister à cette sorte d'épidémie polyculturelle, polymorphe de la culture, de l'intrusion, par exemple, de la culture américaine et anglaise dans la culture française, il s'agit de la défendre, cette culture française, de édifier une sorte de citadelle d'identité de la culture française, de façon à faire le barrage par rapport à ces influences qui pourraient venir par tous les bords. Sans compter qu'en plus, à travers cette question du souverainisme, se joue une résistance à des communautés intérieures à la République, à travers le phénomène des communautarismes, et des cultures qui seraient des cultures où on demanderait une intégration à l'académisme, mais absolument pas une adaptation, on va dire, à ce qu'on appelle chez LFI la créolisation de la culture, c'est-à-dire que en fait, la culture française, elle est le fruit d'un certain nombre d'hybridations de cultures qui en ont fait le réseau collectif, en quelque sorte. Et donc, on a une conception, d'une part, unifiée de la culture au nom de la souveraineté et de la nation, contre une conception qui serait multiculturelle. Voilà. Et donc, l'académisme, à cet égard, par rapport à l'école, deviendrait le fer de lance de cette résistance par rapport aux communautés et par rapport à ces influences extérieures qui viendraient l'atteindre et qui viendraient faire perdre l'identité de la nation française. Hein. Donc il y a bien entre l'académisme et ses orientations politiques des soudures qui s'effectuent, qui relèvent de la dimension politique par rapport à ce qu'est la culture scolaire. Alors ça, c'est une première articulation de l'académisme et le politique. Il en est une deuxième qui est très importante et on va dire plus traditionnelle. Cette deuxième conception dans politique, dans le rapport à l'économie, est portée très largement par la politique de droite. De quoi s'agit-il? Selon la conception de droite, la République doit se développer en créant les conditions d'une égalité des chances. C'est-à-dire que l'école permet à tous de se développer et de développer ces différences, y compris ces différences entre les meilleurs et ceux qui ne le sont pas. Donc l'égalité des chances, elle autorise finalement ce concept qui est celui de la méritocratie. Il y a ceux qui méritent d'avoir travaillé et donc d'occuper ensuite dans la société les meilleures places. Et donc à partir de là, ça justifie qu'il y ait une inégalité des positions sociales, parce que l'égalité des chances était donnée au départ, et que donc à l'arrivée, s'il y a des différences, c'est parce que certains ont travaillé et qu'ils le méritent. Et que donc ceux qui n'ont pas travaillé, c'est tant pis pour eux. Hein. Et il se développe d'ailleurs par rapport à cette conception où il y a le mérite dans le rapport au travail, au courage, à l'effort, et puis aussi aux différences naturelles, parce qu'il y a une essentialisation des intelligences dans cette conception. Il y en a qui le peuvent, et il y en a qui ne le peuvent pas, même si la République leur a accordé une égalité des chances. Et donc, cette différence fait un haut et un bas, et très souvent, quand on est dans cette position où on occupe le haut, on est susceptible, y compris, de développer une sorte de condescendance par rapport à ceux qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas accédé aux places les meilleures, parce que quelque part, ils n'ont pas fait le chemin pour y arriver. Donc en fait, on Ça, c'est recrée une sorte de noblesse d'État par par la méritocratie. absolument. Alors, ce que je voudrais dire, c'est très simple. Et je vais, si vous voulez, vous l'expliquer par
par une sorte de métaphore un peu amusante. Quand on parle d'égalité des chances, on peut établir une comparaison avec un jeu de cartes. Alors là, Omar, vous êtes en train de me dire, mais Monsieur Coste, qu'est-ce qu'il est en train là sur quel terrain là est-il en train de nous amener? Ou alors même, si vous voulez, à la roulette au casino. Hein. L'égalité des chances, si vous voulez, au moment où on tourne la roulette, où on distribue les cartes, c'est le pur hasard. Dans sa définition, on va dire, euh, propre, hein, la chance, c'est le hasard. Sauf que dans cette histoire, le croupier qui distribue les cartes, il distribue à certains des cartes avec des atouts, et puis aux autres des cartes qui n'ont pas des atouts. Mm. Hein. Et donc, si on rentre dans le terme de chance, on se rend compte qu'en fait, c'est un hasard tricheur, un hasard biaisé. Bon. Regardons-le de près. Euh, Au niveau de cette égalité des chances, se développe dans la société, on va aller très vite, un certain nombre de stratégies de contournement de certains établissements par des façons d'occuper l'espace d'ailleurs, hein, dans les villes, de faire des acquisitions d'appartements au bon endroit pour être au plus près des bons établissements. Il y a quantité de stratégies sociales, hein, qui sont liées à la manière dont les élèves se répartissent entre le privé et le public. Bon, donc, autrement dit, il y a bien, par rapport à cette égalité des chances, des conditions de départ qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc, le concept d'égalité des chances porté par la droite, il est objectivement biaisé. J'aurais envie de dire que quand on ne veut pas le voir, ça relève quasiment d'un cynisme par rapport aux réalités telles qu'elles peuvent se distribuer sur cette Mais alors on vous dira, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on nivelle par le bas et on arrive à l'égalité réelle, qui est une forme de nivellement par le bas. Et je pense on vous dira ça. la question, ça va être justement par rapport à une complexité des questions, de rentrer dans ces paradoxes et de voir comment en fait on peut avoir un discours de vérité et non pas un discours tricheur par rapport aux conditions. Hein. Donc ce qui m'obligera peut-être aussi à contredire la question du nivellement par le bas, par l'égalitarisme, qui est effectivement un vice de la pédagogie et puis de la République, hein, qui produit un leurre par rapport à ça. Donc vous avez raison, Omar, mais essayer de travailler de façon pensée ces paradoxes, ça oblige justement de sortir des cases idéologiques qui développent comme un quasi-manichéisme des positions entre les uns par rapport aux Oui, autres. je Hein. me fais On ne l'avocat peut du pas. diable, hein. Le but, c'est de vous Oui, oui. amener à... Et Parce que j'ai le s'il vous souvenir plaît. d'une interview de Bourdieu, je crois que c'était avec Schneiderman, où je ne sais plus quelle personne dans le plateau se plaignait de la dégringolade de la maîtrise de la grammaire. Je sais plus. Et puis Bourdieu Oui, oui, disait, d'accord. on n'en a pas besoin. Enfin, il me semble quelque chose comme ça. Mais c'est ça, on est dans le sujet. L'évocation que vous faites de cet échange que je n'ai pas vu, c'est tout à fait le sujet. C'est-à-dire que le défenseur de la citadelle académique considère qu'à partir du moment où on développe des formes d'égalité, inévitablement, on fait dégringoler l'académisme de son piédestal. Hein. C'est exactement le sujet. C'est ce que cet académisme de droite reproche justement à ce que Bourdieu a apporté et induit dans l'école. Hein. Donc il faudra passer aussi de ce côté-là pour voir comment on peut redresser la barre. C'est l'enjeu, si vous voulez, d'une réflexion dialectique qui essaye de se retrouver, de se resituer dans ces paradoxes idéologiques qui mettent les gens, les uns, si vous voulez, contre les autres, hein, dans cette polémique politique. Alors, sur cette histoire d'égalité des chances, si vous voulez, il y a ce que j'ai indiqué, qui sont ce qu'on pourrait appeler des stratégies de contournement, qui fait qu'en fait, cette égalité des chances, les cartes à cette partie de cartes sont des cartes qui sont truquées, en quelque sorte, dans la façon dont elles sont distribuées. Mais il n'y a pas que ça. Euh, la question du code culturel, effectivement développé
par Bourdieu et un continuateur formidable que je recommande de lire, qui est le sociologue Lahire, qui démontre qu'en fait, dans les parcours des enfants, on se rend compte que dans la petite enfance, je donne juste cette image, on est susceptible dans certains milieux de lire des livres à des enfants, y compris des livres qui comportent des dimensions esthétiques, des dimensions poétiques. On est capable, dans les discussions avec les enfants, de développer des formes d'humour, d'ironie, qui fait que d'une certaine façon, la langue, elle est travaillée dans des seconds degrés, dans des connexions d'implicites, qui ne va pas du tout correspondre à ce qui peut se faire dans d'autres milieux, où le seul loisir culturel, c'est d'aller au centre commercial le samedi après-midi, hein, qui fait qu'à ce moment-là, les empreintes qui peuvent se faire sur les codes culturels par rapport justement à cet accès à l'académisme, vous comprenez que le chemin, il n'est pas du tout le même. Et donc, si on met en balance le concept d'égalité des chances et qu'on se situe par rapport à ces images de pratiques culturelles que je viens de donner, on voit bien les grands écarts qu'il peut y avoir entre ce que c'est que la culture scolaire et ce que Bourdieu a appelé, ce qu'elle peut représenter en tant qu'hégémonie culturelle dans l'école, comme violence symbolique vis-à-vis de ceux qui n'y ont pas accès. Voilà. CQFD, je crois que ceux qui ne prennent pas la mesure de ces dimensions-là, ils sont dans un déni complet et ils ne font que justifier leur cause par rapport à la distinction dans laquelle ils sont installés. Donc il y a véritablement un problème d'égalité. Je signale à si vous voulez, ces chantres de l'académisme dont je viens de parler, qui sont plutôt donc des gens qui sont sur des positions de droite, c'est que à ne pas construire des rapports d'égalité suffisants, ça veut bien justement détruire un certain nombre de relations collectives et de communautés républicaines, et que donc ce que l'on n'a pas fait d'un côté, de toute façon, revient par la fenêtre, par des formes extrêmement réactives de la société des uns contre les autres, hein. Donc, de toute façon, quand on s'installe sur un privilège idéologique, il y a un certain nombre de phénomènes de réaction et d'opposition qui se constituent de façon plus ou moins visible, hein. Il y a un inconscient politique qui se développe parce que l'on n'a pas été capable de développer des formes de rassemblement des uns avec les autres, hein. Donc l'idéologie, elle a un coût dans l'histoire. Alors, donc là, si vous voulez, je viens de faire, dans une première partie, euh, une définition de ce que c'était des attendus de l'école par l'académisme, d'une part, et d'autre part, j'ai démontré comment elle pouvait être raccrochée à des formations idéologiques dans la scène politique, que ce soit du côté du souverainisme et du nationalisme de l'autre côté, mais de l'autre côté dans une conception de droite qui justifie la méritocratie. Maintenant, je voudrais indiquer que cet académisme, il est aussi inscrit dans toute une construction du système. Et que donc là, tout le monde est responsable. Quand je dis tout le monde est responsable, ce sont l'organisation dans les institutions, dans les grandes institutions françaises de la culture académique. On a une académie française, comme on sait, et cette académie française, elle a des relais dans les institutions universitaires et les grandes écoles, hein. Donc, il y a un modèle qui se développe dans les institutions, qui est un héritage napoléonien d'ailleurs, hein, de l'académisme, où la culture qui est entretenue par les grandes écoles, je pense à Ulm, je pense à tout le réseau des classes préparatoires, vient finalement inscrire dans les institutions ce modèle. C'est-à-dire que tous les autres, finalement, ils sont modélisés par ces grandes écoles. Et par extension, je dirais que l'université elle-même, dans ses exigences disciplinaires, il y a par exemple des phénomènes au niveau culturel dans l'université de rivalité, où on va faire des recherches de distinction culturelle des uns par rapport aux autres, qui est une machine de, 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 de rivalité dans la culture, qui participe à ce phénomène de la formation de l'académisme.
hein. L'université, ça n'est pas que ça, hein. Il y a une université sans condition, comme dirait inconditionnelle, comme dirait Derrida dans une de ses conférences, qui est une université qui pense dans une sorte de pas au-delà, justement, de toutes les formations convenues de la pensée. Mais il y a une grande partie de l'université qui est une courroie de transmission de cette culture académique. Je n'en ai que pour preuve que les concours eux-mêmes, de l'enseignement par exemple, en particulier ceux du secondaire, sont ni plus ni moins que des relais de cet académisme de la culture française. Il suffit de voir les programmes de l'agrégation, hein. Quand on va sortir un certain nombre de paragraphes de la poésie de Louise Labbé, d'un certain nombre de textes improbables qui sont sortis des oubliettes pour faire travailler les futurs agrégatifs, il faut quand même se dire que ces concours de l'excellence, finalement, dans l'enseignement secondaire, eux aussi, ils vectorisent ceux qui sont les plus forts par rapport à ceux qui n'y ont pas accédé. Donc il y a un phénomène d'hégémonie culturelle qui est orienté aussi par les réussites, mais les réussites qui sont conditionnées par une forme qui est celle de l'exigence académique qui est portée par ces concours. Donc, grandes écoles, universités, concours, et donc inévitablement, les enseignants qui ont été formés pour ces finalités deviennent eux-mêmes la courroie de transmission de l'académisme qui a été la condition de leur propre accès dans le métier. Et j'aurais envie de dire que développer des pensées différentes, décalées par rapport à l'académisme, ben, ça demande une dimension critique tout à fait particulière pour s'ouvrir à d'autres horizons, alors même qu'on n'a pas été formé pour ça, hein. Donc on voit bien que l'académisme, il est formé par tout un système des institutions. Et enfin, je voudrais vous signaler que c'est dans les programmes scolaires eux-mêmes qu'il y a un maintien de cette hégémonie culturelle. Alors, on va prendre, si vous voulez, un exemple. On va le situer par rapport à deux dimensions, on va dire. On pourrait le développer très largement, mais je vais prendre que deux définitions. La première, c'est que quand c'est formidablement développé, ça par François Dubé, qui est un sociologue qui sévit sur Bordeaux, qui était un sociologue qui a travaillé sur les questions, beaucoup sur les questions de l'éducation. Quand on regarde l'histoire de la mise en place du collège unique, égalité des chances, de droite et de gauche, en termes de projets républicains, hein, eh bien, on se rend compte que le collège unique, finalement, s'est formé dans une conception des programmes préparatoires au lycée. Et donc, autrement dit, les matières qui y sont enseignées sont définies finalement pour une perspective qui est de l'enseignement long. Et d'ailleurs, j'aurais envie de dire qu'en donnant cette orientation du collège vers la préparation de lycée, on s'y est enlisé. C'est-à-dire que tout le monde, sauf ceux qui vont passer en lycée professionnel, je vais en parler, eh bien, ils s'enlisent dans cette sorte des études longues. Et donc, à ce moment-là, tout le système vient s'auto-justifier dans cette orientation du petit lycée, du lycée, et qui devient l'université, hein. Et donc, il y a une sorte de ligne institutionnelle, mais qui a été poussée finalement par les définitions de l'académisme. Sauf que, à l'origine, les enfants des milieux populaires, ils n'allaient pas au lycée, hein. Ils allaient dans une autre direction. Et donc, quand on les a mis là, c'était les établissements qui étaient euh, favorables finalement à la bourgeoisie, qui avaient les codes culturels pour aller dans ces parcours longs. Et donc là-dessus, il y a eu finalement une inscription de l'académisme par rapport au milieu populaire, par rapport aux définitions institutionnelles qui ont été données. Ça s'est développé très largement par François Dubé. Alors, je voudrais rentrer par rapport, au-delà de la question du collège unique, qui serait comme l'antichambre du lycée, pour des études longues, sur la question du lycée professionnel, qui est très significative par rapport à ça, hein. Et donc j'ai dit dans d'autres émissions que la façon dont les décisions étaient prises d'orientation pour les élèves de lycée professionnel était probablement la cruauté scolaire que j'ai dû gérer
la plus difficile à assumer, hein. Je veux dire, j'ai, a posteriori, par rapport à des postes de responsabilité que j'ai occupés, de nombreuses hontes de ce que j'ai été obligé de faire dans l'institution, hein. Je n'ai pas du tout qu'un sentiment positif dans l'activité qui a été la mienne en termes de responsable et de cadre dans l'institution éducation nationale. Et une des hontes que j'ai, c'est la façon dont les élèves de lycée professionnel sont orientés. Et je vais m'expliquer dans le rapport à l'académisme. Vous avez déjà entendu dans mon propos que le collège a été conçu comme le petit lycée, comme l'antichambre du lycée, donc des études de langue. Et donc ça veut dire que dans le collège, eh bien, ces élèves qui vont être orientés ensuite vers l'enseignement professionnel, ils sont absolument pas reconnus. L'académisme a créé une sorte de frontière entre ce qu'ils sont et l'académisme qui permet d'aller dans les études longues. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce rapport-là? Alors là, pour le coup, c'est binaire. Eh bien, ils sont en situation d'échec. Ils ont des notes entre 5 et 8,5 ou 9, on va dire, dans les notes du collège. Et je peux vous dire qu'avoir entre 5 et 8,5 et 9 en collège à l'heure actuelle, c'est presque une sorte de performance à l'envers, hein. Eh bien, donc, s'ils en sont là, c'est parce que rien n'est prévu en termes des programmes pour les intelligences qui sont les siennes. Je mets entre guillemets, hein. Pour moi, une intelligence, c'est pas une nature, hein. C'est une construction, hein. C'est une construction qui se fait dans des agencements globaux, et les intelligences ce sont des processus, ce ne sont pas des natures. À la différence de ce que je pense un certain nombre de gens de droite, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui essentialisent l'intelligence. Et donc, par conséquent, alors moi j'ai travaillé là-dessus, hein. Donc je peux quand même en parler, hein. J'ai mis en place des, des, des articulations, des passerelles entre les professeurs de collège et les professeurs de lycée professionnel. J'ai développé vraiment des projets autour de ça. Et donc j'ai été dans la mêlée de cette question-là. Qu'est-ce que j'ai vu? Ça, c'est très concret. Mais des enseignants de collège qui ignorent complètement les référentiels d'enseignement de l'enseignement professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une coupure dans les statuts entre le collège et le lycée professionnel, hein. Ça, dans les matières générales, mais je ne parle même pas de l'enseignement technique et professionnel, où là, carrément, c'est des ignorances mutuelles. Il y a des cloisonnements entre les dimensions qui sont formidables. C'est un des effets de l'académisme, ces cloisonnements. C'est un effet des fermetures sur soi de la culture, dans une hégémonie culturelle. D'où il y a bien des formations idéologiques, comme on le disait précisément dans les années 70, quand on appelait ça, même dans une culture un peu marxisante, les appareils idéologiques d'État, hein. On trouve ça chez Althusser, etc., et qui évidemment ont été repris dans des observations et des analyses de type sociologique. Et ça n'est pas rien, toutes ces formations-là. Quoi qu'il en soit, on peut faire toutes les opérations d'orientation, on va présenter de façon merveilleuse les métiers, les réussites professionnelles qui peuvent permettre à cette jeunesse-là de réussir, comme on dit. Tous sont abonnés à la réussite, même dans l'enseignement professionnel, sauf que l'on passe par le couperet d'un échec qui est qu'on n'a absolument pas tenu compte et reconnu ces élèves-là dans le parcours du collège. Et Alors, on ça, va faire c'est une lié petite pause et puis ensuite on va reprendre. de l'académisme et de la politique. J'ai fait cette articulation. J'ai fait cette articulation de l'académisme et des effets de système. J'ai fait l'articulation entre l'académisme et les programmes scolaires. Tenez, je vais vous donner une autre illustration que j'ai déjà citée dans des émissions. C'est une anecdote. Mais souvent, si vous voulez, quand on rentre dans une anecdote, on voit la grande histoire, hein. C'est comme si on regardait
les choses par le petit bout de la lorgnette, mais ça donnait de la perspective par rapport à des ensembles. Alors, prenons cette anecdote. J'en ai déjà parlé, hein. En 2022, on fait la réforme du lycée. On fait la réforme du lycée comme le reste, au pas de course, c'est-à-dire qu'on est les champions olympiques du 100 mètres dans la manière dont on fait les réformes dans l'éducation nationale, hein. Et là, dans cette année-là, de préparation de la réforme du lycée, on refait les programmes de français de première. Qui fait ces programmes? Il faut rentrer dans le détail. C'est très intéressant, toujours, d'aller regarder les processus de décision. Qui décide et comment ça se passe? Ça permet de voir et de comprendre beaucoup de choses dans la façon dont le système se passe. Souvent, on se plaint dans une sorte de réaction émotionnelle par rapport à ce que l'on subit, mais si on veut être dans l'analyse, il faut comprendre les comment, la façon dont les choses se décident. Alors là, je vais vous donner un exemple. Donc là, on refait le programme de français. Donc comment cette formation des programmes s'élabore? Alors, je vais être un peu rapide, mais vous avez un conseil supérieur des programmes qui est constitué de 18 personnes, peu importe, il y a des élus, des personnalités qualifiées, des personnalités qui sont du ministère avec des inspecteurs généraux, enfin, ils sont 18. Et en bout de course, ce sont eux qui votent les programmes qui leur sont proposés et qu'il soumette au ministre qui donne son accord ou son veto par rapport à ce qu'a élaboré le Conseil supérieur des programmes. Bon, mais le Conseil supérieur des programmes, il ne peut pas faire les 18 en question, il ne peut pas faire la physique, il ne peut pas faire le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, etc., etc. Donc, il met en place un certain nombre de groupes de travail. Le groupe de travail, et c'est là qu'on rentre dans le comment, tu es de 10 personnes. Entendez bien, entendez-vous bien. Et la question, c'est qui sont ces 10 personnes? On est en train de fabriquer le programme de français de première à venir, le premier bac, c'est-à-dire ce que l'on appelle le bac de français. Ce sont eux qui fabriquent ce programme. Alors ils sont 10. Qui sont ces 10? Eh bien, vous avez un inspecteur général, un inspecteur d'académie, vous avez des professeurs de classe préparatoire, vous avez des professeurs d'université et vous avez deux professeurs de lycée. Il y a un professeur de première à l'école Boulle que j'assimile à une école un peu particulière. Voilà comment est composé ce groupe. Ce groupe est vecteur d'académisme, de par même leur parcours et leur définition statutaire. Résultat des courses, on met en place un programme de français où il donne l'obligation de présenter au baccalauréat 24 textes dans quatre corpus, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, et il demande aux enseignants, dans le premier envoi de ce programme, il y a quatre textes, quatre auteurs à étudier dans des siècles différents, avec des registres du théâtre, du roman, bon, peu importe, quatre auteurs, et il faut que chaque année, on retravaille deux auteurs. Donc, on se sert finalement des enseignants pour promouvoir le maintien d'une culture vivante à travers leur travail, hein, pour qu'ils ne s'endorment pas sur leur laurier dans la façon dont ils vont préparer leurs cours par la modification des auteurs. Sa quantité d'effets pervers, hein, sur le plan de la pratique et du travail des professeurs. Bon. Passons côté prof, mais prenons côté élève. 24 textes à travailler sur 36 semaines, c'est une course à l'échalote. On ne peut pas y arriver. Conclusion des courses. Les inspecteurs ensuite allant sur le terrain, qui sont les missi dominici finalement du Conseil supérieur des programmes, ils se rendent bien compte dans la confrontation en réalité que 24 textes, c'est complètement irréaliste. Pourquoi on a fait ça? Quelle est l'intention? C'est là que vous voyez que vous avez une spéculation culturelle par rapport à l'élaboration des programmes, ne serait-ce que on passe ensuite de 24 à 20 textes.
on réduit, si vous voulez, la jauge, et puis on passe de 20 textes à 16 textes. C'est-à-dire qu'on enlève un tiers des textes, ce qui représente, sur les 36 semaines, 12 semaines de travail en moins par rapport à ce qui était prévu au départ, de façon à pouvoir expliquer davantage à des élèves qui n'y comprennent que quick, quand on leur présente les textes de façon précipitée. Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Une intention de cultiver cette jeunesse par un accès prolifique qui prolifère sur la lecture des textes. Et là, il y a une pression, qui est une pression de type académique. Et c'est dans la confrontation au terrain que ces concepteurs du programme sont obligés de le corriger. Mais le processus de décision qui a amené à cette situation-là en dit long sur la question de la façon dont l'académisme est aussi formé dans la dimension des programmes. Bon, rapport aux politiques de l'académisme, rapport au système, rapport au programme. Ensuite, je dois dire une chose, c'est que compte tenu qu'il y a un certain nombre de jeunes, de la jeunesse, qui sont prédéterminés par un certain nombre de codes culturels, par un certain nombre de, de, de pressions qui sont exercées sur eux pour entrer dans la compétition scolaire dans certains milieux, bon, qui sont tellement prédéterminés par rapport à ces accès-là, par rapport à ce modèle-là, que vous avez toujours, de façon euh, continue, à peu près 15% des élèves qui, eux, rentrent dans l'académisme et qui réussissent. Et donc, ils représentent par l'exemple que c'est de l'ordre du possible. Voilà. Mais si on ne comprend pas les processus et les parcours qui ont conduit à ce que ces jeunes-là, ils n'ont pas un grand saut à faire dans l'académisme, mais que d'une certaine façon, ils y sont déjà d'emblée quand ils rentrent dans la culture scolaire, on ne comprend rien aux raisons pour lesquelles ils représentent cette sorte de caractère exemplaire au niveau de la société. Et vous voyez comment une idéologie, qui est celle de l'académisme, peut se constituer dans un agencement complexe, puisque vous avez des exemples parmi les élèves, vous avez le programme, vous avez le système, vous avez le rapport aux politiques et une tradition culturelle. Et c'est comme ça que l'on crée les conditions d'une hégémonie. Voilà. Alors, Alors justement, vous parlez d'hégémonie, mais est-ce qu'elle est cet académisme, est-ce qu'il n'est pas quelque part accepté par tout le monde aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'est pas partagé? Et s'il est partagé par tout le monde, est-ce qu'il n'est pas d'autant plus difficile à démonter qu'il est partagé de toute façon? Euh, ben, le problème est le suivant, c'est que vous pouvez poser un problème, qui est un problème de vérité, mais les formations sociologiques en place, etc., font que ce problème-là, il est dénié. Et que donc, par conséquent, le problème est indéboulonnable. Et effectivement, on est plutôt dans ce rapport-là, d'ailleurs, depuis 25 ans, dans une situation qui s'aggrave dans les représentations vis-à-vis de cette hégémonie, plutôt que le contraire. On a été dans des conceptions beaucoup plus différenciées au niveau de l'opinion générale, à un moment. Dans la période, il faut bien le dire, des années, soit de la fin des années 60, les années 70, etc., il y avait véritablement une pensée qui était une pensée critique vis-à-vis du rapport de l'égalité par rapport aux distinctions sociales, du riche par rapport au pauvre, ni plus ni moins. Mais tous ces rapports-là ont été déplacés, de reformatés dans les l'exploiter par rapport à l'exploitant, etc. C'est-à-dire que les mots ont changé. voilà, oui, oui, c'est ça. Euh, Donc, ces rapports-là, qui étaient des rapports politiques, d'opposition, qui se rejouaient dans l'école, bien entendu, à travers ces questions des distinctions et de l'égalité, c'est quelque chose qui a été complètement reformaté dans les rapports, justement, de pensée politique et les rapports idéologiques, ce qui fait qu'on a très largement ces pensées de politique sociale au sein de l'éducation ont très, très largement régressé. Bon. Je pense que vous me dites tout le monde est de cet avis maintenant de faire l'apologie de l'académisme. Oui, moi, j'exagère un peu quand même, enfin, en tout cas, Je dans vais y les, répondre. Je vais y comment? répondre. Oui, Je oui, vais répondre à ça. Je vais répondre à ça parce que c'est comme si vous me jouiez l'avocat du diable, hein, et vous le faites très très bien, hein. oui.
Donc, si vous On pourrait voulez, croire que je suis le diable en personne. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. là, vous me mettez dans une Non, mais situation, parce il que dit, alors, j'aime bien toucher à vous ce êtes qui. le bon diable, Ah. moi je suis le bon Dieu. Alors, vous voyez un petit peu Mais la oui, non, mais répartition. vous voyez, j'aime bien un peu à. Je me dis, voilà, si on réussit à. Si on quand on exagère un petit peu, ça permet un peu de mieux comprendre Oui, ouais, oui, la situation. bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, juste, hein, vous me dites tout le monde est cet avis-là. Je crois qu'il y en a, il y en a, il y a trois catégories de la population qui ne peuvent pas être d'accord. Hein, comme quoi, si on regarde de près, c'est pas aussi net que ça, quand même. Première catégorie de la population, c'est les profs. Parce que les profs, ils se rendent bien compte qu'il y a un certain nombre d'élèves qui n'ont pas accès à cette culture-là. Et que donc, dans leur mission, qui est de pousser quand même justement à l'égalité des chances, à la promotion de tous, au progrès de tous, ils se rendent bien compte qu'ils sont dans une situation d'impossibilité par rapport à ces accès-là. Et donc, ça crée chez eux un trouble intérieur vis-à-vis de leur mission. Ça, c'est une première tranche de la population qui n'est pas dans l'acceptation euh, pure et simple de ces conditions hégémoniques dont je suis en train de parler. Les deuxièmes, qui ne sont pas dans cette catégorie d'acceptation de cette académisation, ben, ce sont ceux qui en pâtissent et qui se font des trajectoires d'échecs dans toute leur vie. Ce sont quand même 200 000 jeunes qui rentrent en lycée professionnel, c'est-à-dire un tiers. Et je ne parle même pas de ceux qui rentrent dans l'enseignement technologique, qui représentent 22% d'une cohorte. 30% lycée professionnel, 22% dans l'enseignement technologique. On n'est pas dans l'académisme là. Et on est sur des orientations de seconde. Bon. Donc tout cela, quelque part, ils savent que dans les parcours, ils ont été out, de par un certain nombre d'échecs qu'ils ont vécu dans l'école. Hein. Vous savez, on peut travailler de façon géniale hein, dans la culture technique. Hein. Je pourrais le développer. Hein, mais ce sont des formes de pensée qui sont des formes de pensée avec des systèmes, avec des termes, et qui ne sont pas des systèmes ni avec le concept, ni avec des horizons. Enfin, on pourrait, si vous voulez, travailler ces formes de pensée entre professionnels, techniques et enseignement général, qui sont des épistémés de la culture, qui ne sont pas les mêmes. Mais faut-il encore l'offrir dans le parcours des élèves, dans la façon dont ils se construisent, dans leur curricula, comme on dit aujourd'hui. Bon. Donc les élèves non plus. Ils ne sont pas dans la catégorie de vivre, d'approuver ça comme étant la bonne formule qu'ils ont rencontrée au sein de l'école. Et puis, il y a une troisième catégorie de population qui ont espéré que leurs enfants allaient réussir, et puis qui se rendent bien compte qu'ils sont dans des circuits où, de toute façon, ils ne sont pas invités à cette réussite. Et que donc, inévitablement, ils vivent la déception de la promesse républicaine. Et donc là, il y a toute une culture de la frustration de la réussite qui tient aussi au phénomène des distinctions hégémoniques qui se développent dans les formations culturelles. Hein. Donc quand on... Alors bien sûr, Omar, il y a un certain nombre de ces parents qui vivent cette frustration-là par rapport à leurs propres enfants et qui pour autant développent des conceptions politiques qui sont des conceptions d'identité nationaliste, etc. Hein, c'est-à-dire que de toute façon, quand on est dans quand on rentre dans les définitions des positions sociales, on a une pluralité de la position, de la façon dont les choses se forment. Hein, on peut pas simplifier les catégories. Hein, ça comporte toujours des logiques paradoxales. Voilà. Alors, maintenant, venons-en, si vous voulez, à la critique de cette hégémonie. Alors, la première critique qui doit se développer par rapport à cette hégémonie culturelle, je l'ai déjà finalement, j'ai pas pu m'en empêcher, l'exprimer à propos de la question de l'égalité des chances hein, et des codes culturels et des stratégies scolaires. Je vais dire là, quand on démonte l'égalité des chances, la question des codes culturels, la question des stratégies scolaires, on est finalement, et qu'on fait cette analyse économique, sociologique de ces processus-là, on ne peut que développer une conception critique par rapport à ce que peut représenter cette hégémonie. Ça va être la critique sociale. La deuxième critique que je voudrais formuler, elle est un peu originale. Et je préviens les,
les spectateurs de cette émission. Et elle est un peu conceptuellement compliquée. La deuxième, la deuxième impasse de l'académisme, c'est la société en train de se faire, le monde contemporain. L'académisme, qui est une culture de type traditionnel, est fortement ancré dans une période qui est celle de la culture écrite, où l'écriture, finalement, a été la mémoire externalisée qui a permis cette formation culturelle de l'académisme. Donc il y a un nœud logique entre l'écriture et l'académisme. Et le passéisme fait que finalement, on va donner, y compris dans les concours et dans les sélections, y compris du bar, une importance à l'écrit qui ne correspond plus aux conditions de vie dans lesquelles la jeunesse est en train de se développer. Ce que je veux indiquer, c'est que la culture, elle est formée aussi par les médiums, par les supports, par les médias. Hein. C'est-à-dire que dans la période d'Internet, avec des phénomènes de rapidité, d'accélération des signes, de l'interactivité par les réseaux, qui fait que finalement, il n'y a pas de développement de temporalité qui est celle du rythme de l'écrit, on rentre finalement dans un autre monde. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que l'académisme, je vais employer un mot de la marchandise, il devient par rapport au monde contemporain obsolète. Et il ne touche plus culturellement un certain nombre de jeunes qui existent dans ce monde contemporain. C'est-à-dire qu'un écart se creuse entre les conditions du monde contemporain et le passéisme de l'académie. Et cet écart est en train de se creuser. Alors essayons d'y rentrer. Dans cet écart qui est en train de se creuser, ceux qui sont particulièrement formés au code de l'académisme, ils sont encore dans une situation de compétition supérieure à ceux qui sont dans ce monde contemporain, à qui on n'a pas donné ces codes. L'écart est en train de se creuser encore davantage entre ceux qui ont les codes et ceux qui ne les ont pas. Donc il y a un passéisme de la forme de l'écriture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'académisme, il y a quelque chose qui, dans la culture, ne peut plus permettre de faire sublimer la jeunesse pour l'avenir. Ils se rendent bien compte que c'est d'un autre monde, que ça appartient à une autre époque, qui ne les concerne plus. Ils le vivent comme ça, en déplaise à ceux qui font l'apologie de l'académisme. Hein. Et donc on se retrouve dans une situation où finalement l'académisme devient une sphère de plus étroite et de plus en plus fermée dans des entre-soi, dans les grandes écoles, dans les distinctions de ceux qui ont réussi. Et donc il y a une véritable séparation culturelle entre ceux que l'on appelle en haut et ceux qu'on appelle en bas. Et donc il ne faut pas s'étonner ensuite que vous ayez toute une partie de la population qui développe une critique des élites, qui est vraiment une formation politique qui est en train de se développer. Mais il y va là des accès au diplôme et ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas accédé au diplôme par rapport à des questions de définition des rapports dans la culture dans lesquels les gens se trouvent. Je suis en train, ni plus ni moins, de parler de quelque chose qui est en train qui est en train de s'appeler le populisme. C'est vrai aux États-Unis, je parlais de l'élection de Trump, l'élection de Trump, c'est une élection populiste. Et c'est quelque chose qui est en train de se répandre dans toutes les sociétés en ce moment, entre les critiques de l'élite, des diplômés, et ceux qui ne le sont pas. Et donc là, il y a des sphères fermées de l'hégémonie culturelle qui fait que les gens se séparent. Hein. Et ça devient des formations de la société entière qui se constituent et où l'école a une immense responsabilité. Alors, cela implique, si on comprend bien, c'est là que ça devient difficile et utopique. Parce que poser les bons problèmes, c'est toujours se sortir des pensées convenues, Omar. C'est pour ça que faire un travail critique, ça dérange les positions qui sont installées. Et il faut accepter d'aller dans l'inconnu, dans les réflexions, pour répondre aux problèmes tels qu'ils se posent.
Et donc, ce que je veux indiquer, c'est que l'académisme, de par l'évolution des médias, c'est-à-dire des supports. Hein. Il faudrait là-dessus travailler la médiologie de Régis Debray, McLuhan, tout ce qu'a pu travailler Stiegler par rapport, si vous voulez, à l'économie de l'industrie numérique, marchandisée, comment ça court-circuite, si vous voulez, les formations de sublimation, justement, culturelle. C'est-à-dire que le médium fait la culture aussi. Voilà. Et donc, ça implique, pour que l'on soit dans une culture qui touche et qui permette, si vous voulez, de développer des élévations dans la culture pour la jeunesse, de faire bifurquer l'académisme dans des dimensions de la culture contemporaine. Et donc ça implique, et c'est là l'utopie, ça implique de euh, modifier finalement le référentiel culturel pour le traduire dans des formes qui sont des formes de l'avenir. Et là, il y a véritablement un, un tremblement de terre dans la précipitation des écarts qui sont en train de se faire entre la culture du passé et cette culture de l'avenir. Je crois que Régis Anna Debray Arendt, disait qu'on était passé de la culture de l'écrit à la culture de l'image. Euh, et oui, on est même passé à une culture grammatisée, c'est-à-dire que, en fait, les mots que vous avez dans l'intelligence artificielle, ce sont comme des sortes de petites briques qui sont travaillées sur un format probabilitaire, mais qui n'est pas de la langue, qui est complètement de la langue reconstituée par des segments. Bon. Donc on n'est même pas dans la métaphore de l'image, qui a toujours un rapport mimétique finalement avec le phénomène. Hein. Là, on est véritablement la dimension électronique de la connexion de l'électronique et de la langue, ça modifie complètement les rapports avec la mémoire externalisée et avec les supports. Hein. Donc on est véritablement là dans des déplacements de la formation de la culture qui représentent des mutations considérables. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réagit, on fait de la réactivité par rapport à cet avenir et par rapport à la jeunesse. Vous savez, Hannah Arendt, elle disait que la mission, je vais être un peu, la formule est un peu chargée, la mission de la transmission intergénérationnelle, c'est préparer la jeunesse à rentrer dans un monde habitable. Mais pour entrer dans un monde habitable, faut-il encore qu'ils soient portés dans une culture de leur avenir et une culture finalement qui leur donne un certain nombre d'illusions positives par rapport à l'avenir. Le moins qu'on puisse se dire, c'est qu'à cet égard, par rapport à la culture qu'on leur propose, on installe une sinistrose dans ce qu'ils vivent dans leur existence et que ce qu'on leur propose dans la culture scolaire. Bon. Étant entendu que je pose ce problème-là, je développe le concept de la bifurcation. Alors là, Omar va me regarder avec des gros yeux, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que c'est qu'il est en train là de nous parler de la bifurcation de la culture. où Et on ça veut va? dire où on va là, hein. La bifurcation de l'académisme, ça implique qu'il faut retravailler les disciplines dans leur corrélation avec les mémoires externalisées, qui implique de modifier l'accès à ces formations culturelles. Alors comment faire ça? Mais si on ne le fait pas, de toute façon, on est dans l'obsolescence de la sphère de l'académisme, qui se referme sur elle-même. Chez Et tout on le crée, monde ou uniquement chez une partie de... c'est-à-dire que là, dans la répartition sociale, comme je l'ai indiqué, vous savez, il y en a toujours. Il y a une culture qui a disparu depuis 1500 ans, mais vous en avez toujours qui l'incarnent. Donc, si vous voulez, une culture, c'est un processus protéiforme de la manière dont le devenir se fait. Hein. Donc, il y a des gens comme je l'indiquais tout à l'heure, les 15% de la jeunesse qui réussissent dans ces codes-là, ils sont à l'abri par rapport à ce passéisme. Et pour le moment, ils sont installés, comme autrefois l'aristocratie. Sauf que la bourgeoisie les a débordés. Et là, aujourd'hui, il y a des cultures de l'avenir qui sont en train de déborder les formations de l'académisme passéiste. Vous avez parlé d'aristocratie tout à l'heure. Oui, il y a une aristocratie culturelle. Et il y a des formations culturelles qui sont en train de déraciner ces formations
aristocratique de la culture. Donc, par conséquent, s'il s'agit d'être dans le mouvement de ce devenir, il s'agit de travailler une bifurcation. Alors, comment? Ben là, il faut quand même reconnaître, et je vais très très vite, que l'université a un rôle prépondérant. Bernard Stiegler, et je trouve que c'était une très bonne idée, le regrettait Bernard Stiegler, qui posait vraiment ces problèmes-là de façon extrêmement aiguë. Peut-être un de ceux qui a posé les meilleurs problèmes, d'ailleurs, sur les 30 dernières années par rapport à cette question-là, selon mon avis. Bernard Stiegler a été invité à participer à des commissions au niveau du ministère, justement pour penser ces questions des accès à la culture, où le ministère était en train d'y travailler. Bon. Il est arrivé et il a dit, je suis désolé de vous dire, mais qu'il va falloir faire bifurquer la culture, pour les raisons que j'ai indiquées à l'instant. Il s'est fait jeter. Enfin, c'est pas exactement, j'emploie un langage un peu familier, mais lui-même est sorti de là, parce qu'on lui a répondu, on n'a pas le temps. Parce que faire la bifurquer la culture, c'est tout un travail de recherche, d'approfondissement, qui inévitablement demande du temps. Et quand vous êtes dans le court-termisme d'un gouvernement, vous ne se posez pas ces problèmes de pensée, qui sont pourtant tout à fait essentiels par rapport au devenir de la culture. Alors, qu'est-ce qu'il suggérait? C'est un exemple, hein. Ça, c'est par rapport à l'université. Il proposait qu'il y ait un plan de thèse où on demanderait à 500 thésards dans tous les champs disciplinaires de travailler justement à ces questions de la bifurcation. Vous voyez, pour créer un bouger par rapport aux formes installées de l'hégémonie culturelle. Bon. Et pareil, si vous voulez, le CNRS peut travailler aussi dans cette orientation-là. Voilà. Ça, c'est l'université. Et j'aurais envie de dire que ça serait la mission de l'université. Je vais m'en expliquer très rapidement. Là, je fais allusion à des textes sur l'université qui ont d'ailleurs été écrits par Heidegger, Granel, Derrida. Mais là, l'université a pour condition essentielle d'être dans un travail de recherche et donc par conséquent de s'approprier la culture existante de telle manière la mettre dans les conditions de l'émancipation la plus favorable, par des dimensions critiques, par l'attaque des principes qui sont installés, pour l'ouvrir à de nouveaux horizons. C'est d'où la thématique, si vous voulez, de l'université inconditionnelle dans la conférence de Derrida. L'inconditionnalité veut dire que c'est un courage dans le savoir qui représente le travail de la pensée, qui fait faire un saut au-delà. C'est ça la recherche. Bon. Donc l'université, dans sa substance, en quelque sorte, a cette mission-là. Sauf que l'on a converti l'université à l'employabilité. Et donc elle a fait travailler aux compétences, et donc la zone de la professionnalisation, en fait de la visée de la professionnalisation de l'université, c'est extrêmement étendu et que donc la dimension de ce que j'appelle ce pas au-delà est devenue la portion congrue de l'université. Sans compter tous ceux qui sont dans la reproduction interne de l'académisme, qui deviennent des spécialistes d'un auteur sur lequel ils vont passer toute leur vie, mais qui n'ouvrent rien en termes de perspective culturelle. Donc il y a quelque chose là qui s'est perdu dans la condition inconditionnelle de l'université par rapport à la possibilité qu'elle aurait de faire bifurquer le savoir. Or, c'est ce qu'il faut faire par rapport à l'académisme. Et donc, vous voyez la différence que j'établis entre l'idéologie de l'académisme, l'hégémonie culturelle de l'académisme, et la question du devenir. Une idéologie est toujours une idéologie qui, d'une certaine façon, est réactionnaire par rapport à un progrès et un devenir. C'est la condition même des formations idéologiques. C'est une part de réaction par rapport aux situations. Alors que là, il faut engager le pas de la dimension du devenir. D'accord? Donc, par conséquent, euh, le- le- cette bifurcation serait évidemment une évolution nécessaire des formes de l'académisme. Alors,
Ce que je dois noter au passage, hein, je ne vais pas l'approfondir, mais il faut reconnaître que la culture scolaire s'est employée à une bifurcation. Donc, Omar, je suis en train de me contredire. Je vous dis qu'il faut bifurquer et que ça a déjà été fait. Ça va pas du tout, ça, ce raisonnement. Sauf que la bifurcation à laquelle s'est employé, si vous voulez, le système d'ensemble, ça a été la compétence. On a transformé le savoir en compétence. Et il faut, je ne vais pas large développer, ça demanderait une mission entière pour comprendre la signification de cette compétence. Il ne faut jamais perdre de vue quel a été le processus de décision dont je parlais tout à l'heure, comment on en est venu à la compétence dans les systèmes. Et là, les moments fondateurs de l'envoi de la pédagogie par compétence, c'est le Conseil économique européen. Il y a une fameuse conférence des ministres de l'Éducation à Lisbonne qui indique qu'on est dans une compétition économique, qui fait que tous les systèmes scolaires doivent s'atteler à promouvoir une pédagogie par compétence, parce que c'est la condition d'être dans le rythme de la compétition mondiale par les appuis qu'elle peut prendre par le système scolaire. Donc vous voyez comment on est dans une finalité qui est au départ dans un envoi qui est une finalité de type économique par rapport, si vous voulez, à l'étymologie quasiment de la période de la compétence, alors même que, si vous voulez, toute la question, c'est de ouvrir la jeunesse à un grand dehors, qui est une culture qui est susceptible de la toucher dans l'existence qui est la leur, qui ne se limite pas à la compétition de type économique où il s'agit de réussir sa vie à travers l'employabilité. Il y a d'autres dimensions du savoir qui relèvent, si vous voulez, de l'ouverture. Et la culture humaniste, qui constituait d'ailleurs si vous voulez, un des fondements de la culture académique, c'était une culture de, hein, où il s'agissait de développer un esprit sain dans un corps sain, où la finalité pour l'homme était une finalité sans fin, sans utilitarisme en quelque sorte, sans fonctionnalisme dans sa définition. C'était pas pour un objectif qui était un objectif pragmatique de réussir sa vie à travers le travail. Il y avait évidemment des dimensions d'émancipation dans l'ouverture culturelle, dans la sublimation culturelle, dans l'humanisme, qu'on ne retrouve pas dans les dimensions de l'employabilité, où il y a un raccourcissement véritablement de la définition de la culture. Vous voyez. Donc toutes ces sortes de courants internes qui définissent la culture, vous voyez à quel point ça a d'importance, et ce qui m'amène donc à indiquer la nécessité de la bifurcation de la culture pour un grand dehors pour la jeunesse, pour l'avenir de la jeunesse, qui n'est absolument pas dans l'air du temps, alors même que pour que les élèves se sentent concernés par ce qui se passe dans la culture scolaire, il y a là une nécessité par rapport à la vie qui est la leur. Alors maintenant, puisque j'ai attaqué tout à l'heure la question des programmes, en vous montrant à partir d'une anecdote qui était celui de l'enseignement du français, et dans le processus de décision tel qu'il était pris, ne serait-ce que parce que de par les acteurs qu'il y avait autour de la table, qui en disent long, euh, comment à ce moment-là il faudrait concevoir les programmes. Eh bien, en plus de la bifurcation de la culture, qu'il soit des programmes qui s'adressent à plusieurs, donc à une hétérogénéité. Pas simplement d'avoir un programme unique, qui d'une certaine manière vient justement fixer le programme dans son hégémonie académique. L'unification du programme, finalement, vient se souder à l'uniformisation d'une identité culturelle. Bon. S'il y a la préoccupation au niveau de la formation des programmes, de la différenciation par rapport à une adresse à une pluralité des formations culturelles, à ce moment-là, si on est ne serait-ce que dans ce souci-là, j'aurais envie de dire que l'académisme élitiste et distinctif, il prend un coup dans l'aile par rapport au jeu de la différenciation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner les mêmes horizons pour qu'il y ait une culture commune.
qui s'établissent. Mais la pensée de la différenciation, dans la formation du programme, oblige à penser à l'adresse, à qui les programmes. Donc, revenons sur ma réflexion sur le collège unique, qui a développé une culture qui est une culture qui est l'antichambre du lycée pour des études longues. Si on se pose la question de l'adresse à ces enfants qui ont ce que j'ai appelé rapidement une intelligence de type technique, alors comment on présente Louise Labbé? Comment on présente Rabelais? Comment on présente de Mallarmé? Est-ce que ce sont des textes qui sont accessibles? Est-ce que ce sont les bons choix dans l'adresse par rapport à ces intelligences-là? Il y a des problématiques là par rapport à il faut absolument connaître Rabelais et Mallarmé qui sont susceptibles d'être quelque peu mises en cause dans leur envoi par rapport à, hein, c'est le fameux débat Madame de Lafayette, hein, ça a été ça a occupé les antennes et les plateaux de télévision à une époque. Mais il y a toute une question de l'adresse. Et se poser la question de l'adresse, ce n'est pas du tout euh, se mettre en retrait par rapport à une exigence. Tout au contraire. C'est le respect de l'autre dans l'exigence qu'il faut tenir. Et donc la manière dont on définit la culture dans cette exigence, c'est évidemment, par rapport à ce qui est en train de se passer, une question fondamentale. Donc travailler les programmes dans la différenciation, ça oblige à travailler autrement que dans les formations unifiées de l'académisme, où on projette un objet culturel et simplement on dit, il va falloir que vous fassiez de la grammaire, il va falloir que vous fassiez de la lecture linéaire, que sais-je, de la méthode analytique. On va donner comme ça des grandes catégories d'accès, mais sans se poser véritablement la question de l'adresse de ce que l'on peut par rapport à ces contenus. Et là, il y a un vrai souci dans la conception du programme. C'est ce que j'appelle les programmes différenciés. Ensuite, sur cette question de la culture et des problèmes que ça pose par rapport à l'académisme, il y a une question de l'inégalité des accès dont j'ai parlé, selon les milieux, qui tient aux formes culturelles qui sont portées par la famille de l'enfant. Et là, effectivement, il y a de grands écarts qui sont constitués. Alors on peut se dire là qu'il y a comme une sorte de distribution d'hétérogénéité qui serait une hétérogénéité qu'on ne peut absolument pas déplacer. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la reproduction des milieux, elle est à peu près absolue. C'est-à-dire que vous avez très très peu de bifurcation de classe sociale d'un milieu à un autre. Il y en avait beaucoup plus sous la Troisième République et jusque dans les années 60, en quelque sorte. Cet entonnoir, en quelque sorte, c'est très très largement rétréci. Passage d'un milieu à un autre. Alors il y va Mais effectivement. d'ailleurs, je pense qu'il faudrait même faire, vous savez, une émission sur comment c'était dans les années 60 et comment c'est aujourd'hui, parce qu'on a tendance à oublier les changements. C'est-à-dire qu'on pense plus ou moins que ça a toujours été comme ça, et on ne voit pas les évolutions. c'est- Enfin, ce qui se passe, hein, il faut bien le dire, c'est que dans le système éducatif, on a plutôt maintenu de façon très conservatrice les méthodes et les façons de procéder, malgré la bifurcation des compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, dont il est avéré que Daté ne réussit pas mieux que les autres, hein, depuis 15 ans maintenant. Donc on s'y essaye. Mais ce qui est très important, c'est tout ce qui a bougé autour de l'école et qui fait que l'élève, cette question des familles, là, il y a effectivement un bain culturel qui est lié aux familles, qui est une condition de l'hétérogénéité des accès. Donc ça pose le problème bien au-delà de la seule question de l'académisme. Voilà. Mais il y a à l'heure actuelle quelque chose qui est en train de se passer au sein des familles. C'est une idée que je développe très rapidement, hein. C'est une parenthèse. C'est qu'il y a un cheval de Troie à l'heure actuelle au sein des familles.
C'est-à-dire que les accès Internet sont passés par-dessus les murs du sanctuaire familial, c'est-à-dire de la vie privée. Internet est rentré dans la vie intime, en quelque sorte. Et là, on a affaire à une enfance qui non seulement peut être dans des codes culturels qui, sur le plan scolaire, les mettent en difficulté par rapport à des accès à cette culture scolaire, mais vient se rajouter en plus une dégradation de leur rapport à l'école de par les usages d'Internet. Et là, il ne me semble pas que ce soit une fatalité, c'est-à-dire que ce cheval de Troie, si on était en train de ne pas le laisser entre les mains d'irresponsables, qui sont finalement des grandes multinationales, dont le nom, par exemple, s'appelle Monsieur Musk, hein, et qu'il y ait une sorte de rassemblement des services publics d'État, entre plusieurs États, par exemple, au niveau européen, qui construirait un certain nombre de dispositifs de scénographie Internet qui permettent justement de faire des accès à des codes culturels intéressants et non pas médiocres, comme ceux qui sont proposés. Alors il faudrait que du point de vue des stratégies ludiques, émotionnelles, artistiques, on soit concurrentiel par rapport à ces réseaux multinationaux. Donc il faut effectivement des puissances de développement, et ce seraient des puissances de développement responsables par les canaux d'Internet, dont le cheval de Troie que représente Internet au sein des familles permettrait des accès à la culture à l'insu même des codes culturels de la famille. Voilà. Et là, il y a une voie qui est possible, qui pourrait être intéressant. Ça nous écarte de la question de l'académisme, mais en même temps, ça pose le problème des accès des codes culturels de la famille par rapport à la culture scolaire. Bon, ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, quelle qu'en soit la position distinctive de ceux qui soutiennent l'académisme, qui est une langue qui est très symbolisée, finalement, les formations symboliques sont très construites, il faut se rendre compte que tout élève part de son langage quotidien. C'est son usage. Et que donc, par conséquent, euh, tous les pédagogues qui ne pensent pas cette articulation entre les langages quotidiens et la culture qui est proposée est finalement une conception pédagogique dénégative des adresses que l'on peut avoir par rapport aux élèves. Hein. Voilà ce que je peux dire, si vous voulez, à la fin des fins, par rapport à cette citadelle, si vous voulez, distinctive que représente dans l'ensemble de nos fonctionnements l'académie. Voilà. D'où tout ce que j'ai développé et dans mon livre et dans mon futur livre sur la zone proximale de développement qui part précisément du langage quotidien des enfants. Voilà ce que je pourrais dire par rapport aux formations idéologiques que représente l'académisme, la critique que je pouvais en faire, donc à travers la bifurcation, les programmes différenciés, la question des codes culturels au sein de la famille, hein, et enfin le point de la pierre angulaire de toute façon, d'où doit partir toute formation, qui sont les langages quotidiens. Et tout académisme qui ne sait pas faire le lien avec le langage quotidien, d'autant plus aujourd'hui, est un langage perdu. Et est-ce que vous pouvez juste alors Voilà. préciser ce que vous entendez par langage quotidien, très rapidement? Ben, c'est-à-dire que de toute façon, ce qui se passe, alors je vais employer des références un peu intellectuelles, mais un langage, il se forme dans un jeu de langage, dans des formes de vie, comme s'il y avait un territoire de l'existence, et c'est dans la distribution des jeux de mots dans ce territoire que se forme un langage quotidien. Et si on est dans un territoire, les formes de langage, elles ont des spécificités. Si on est dans un autre, elles ont des spécificités. Elles ont des caractères. Et donc le langage quotidien, inévitablement, oblige de penser la singularité de ces formes de vie. Et la pédagogie, ça consiste à faire la médiation
entre ce langage quotidien, j'espère que j'ai été clair, et le grand pas qui doit être fait vers une culture qui est une culture commune, mais avec des accès qui soient des accès médiés entre le quotidien et la finalité. Très bien. Eh Bon, ben, si très vous bien. voulez, Oui. on peut passer, on peut passer à la deuxième partie que j'avais introduite, qui est de faire le point un peu sur les usages de l'intelligence artificielle. Hein. C'est juste un point là que je fais, étant entendu que c'est un chapitre que j'ai travaillé pour mon futur livre, dont j'espère qu'il sera publié autour d'octobre et novembre. Ça nous fait un lien avec ce que vous disiez sur la bifurcation. Ça me fait un lien avec la bifurcation, effectivement. C'est un lien, de toute façon, à penser, avec profondément avec l'intelligence artificielle. Parce que là, le pas de l'avenir, de par cette mémoire externalisée experte, est un immense pas dans dans les écarts qui sont en train de se faire entre le passé et l'avenir. Et que donc, si on n'est pas capable de penser les embrayages avec ce phénomène-là, on est susceptible, si vous voulez, d'être dans des anachronismes. Voilà, que d'une manière ou d'une Mais autre, alors, juste pour on va la petite payer par un anecdote, autre bout. la petite anecdote, là, il y a quelques jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux alors, je sais plus si c'était une publicité ou si c'est une publication, où il était dit, alors je sais plus c'est quelle intelligence artificielle disait, grâce à nous, vous aurez un professeur dans votre poche. Oui, oui, ben, si vous voulez, c'est un peu la tendance qui est en train de se dessiner. Ça me permet de rebondir d'ailleurs sur une citation de Bill Gates que je rapporte là de façon approximative, on comprendra, qui lui a dit que de toute façon, avec l'intelligence artificielle, on allait pouvoir se passer des professeurs. Alors justement, Donc c'était c'est aussi plus que c'était de les mettre l'objectif, dedans. c'était un peu d'aller là-dessus et bah, se demander aussi si parce que c'est un peu la question qui se pose, c'est que finalement, bon, on n'aura plus besoin des professeurs avec l'intelligence artificielle, il n'aurait même plus besoin de réfléchir quasiment. Donc parce que Donc c'est vous une voyez que je tendance, hein. commence par provocation. Comment? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des écoles déjà dans des États états-uniens et en Angleterre qui fonctionnent pratiquement qu'avec des intelligences artificielles. Et en plus, ils démontrent qu'ils ont plutôt des résultats qui sont pas mauvais. Donc, par conséquent, la tendance, elle s'est concrétisée sur certaines situations. Hein. Quant à Bill Gates, qui est quand même, on va dire, une personnalité qui, dans ce domaine-là, a une certaine compte, a une certaine notoriété, lui a annoncé qu'on allait pouvoir se passer des professeurs, et des médecins d'ailleurs. Il les met dans la même boîte. En particulier dans des zones qui ont du mal à développer des services publics, c'est-à-dire des zones de pauvreté. L'intelligence artificielle est susceptible de rééquilibrer leur participation à l'activité mondiale parce que l'intelligence artificielle va venir compenser leur déficit. C'était un peu son idée aussi. Alors, première réflexion sur l'intelligence artificielle, il faut faire un peu le point par rapport à l'actualité de la façon dont ça se passe au sein de l'éducation nationale. Alors là, il y a un outil, un instrument assez pratique qui est un rapport de l'inspection générale qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, qui fait un peu l'état des lieux. Et dans l'état actuel, bon, il y a on va dire sur les classes de seconde, il y a déjà pratiquement 80-90% des élèves qui l'utilisent et les enseignants s'y intéressent beaucoup à l'intelligence artificielle. Mais pour le moment, on va dire qu'au niveau d'un projet qui serait un projet conçu pour l'institution, qui aurait une cohérence dans les usages, on est extrêmement loin. C'est-à-dire que ce sont des pratiques qui, pour beaucoup, sont des pratiques individuelles, parfois approfondies par un certain nombre de personnes, mais qui ne font pas un fonctionnement qui serait, qui aurait été construit autour de l'intelligence artificielle.
il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de services qui sont mobilisés pour essayer justement de composer une structuration des usages de l'intelligence artificielle. Je pense par exemple au réseau Canopé, qui a mis en place des formations de l'intelligence artificielle, où il y a eu, y compris des formations à distance, où il y a énormément de candidats profs qui se sont inscrits pour voir comment précisément ils pouvaient utiliser l'intelligence artificielle dans leur classe. Hein. Donc on est finalement, si je résume, par rapport aux conclusions de ce rapport de l'inspection générale, on sent bien que la vague est en train de se prendre, mais qu'en termes d'organisation, on est encore dans des balbutiements par rapport aux usages. Voilà ce que l'on peut dire, si vous voulez, par rapport à l'état des lieux. Alors, je vais mener ma réflexion, si vous voulez, en deux parties. D'abord, hein, montrer ce que l'intelligence artificielle peut apporter positivement, et puis ensuite, dans une deuxième partie, quelles sont les limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle, voire les dangers qu'elle est susceptible de représenter. Alors, première euh, réponse que peut apporter l'intelligence artificielle, qui est non négligeable, c'est par rapport à la question de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion? Il y a maintenant dans les classes un certain nombre de jeunes qui sont identifiés handicapés, qui sont accompagnés par les AESH, souvent dans des conditions précaires et extrêmement difficiles pour les AESH en termes d'intégration au système scolaire, mais ce n'est pas le sujet. Or, il y a effectivement un certain nombre d'outils pour les dyslexiques, etc., qui permettent véritablement d'identifier le diagnostic de là où ils en sont par rapport aux accès et qui donc sont susceptibles de mener une médiation extrêmement subtile et différenciée par rapport aux difficultés propres qui sont les leurs. Hein. Donc, en termes de différenciation par rapport à ces handicaps, l'intelligence artificielle, pour des enseignants qui ne sont pas formés, le plus souvent, est une prothèse qui est susceptible de véritablement aider le professeur par rapport à cette intégration. Première réponse. Deuxième réponse, toujours dans le cadre de la différenciation, quand on regarde le rapport de l'inspection générale, d'ailleurs, le paragraphe sur la différenciation, qui me semble être pourtant un des moyens que peut apporter l'intelligence artificielle qui est le plus utile par rapport à l'école. C'est un paragraphe qui doit faire 15 à 20 lignes et qui me semble assez pauvre, ce qui prouve à quel point, dans le cas de la différenciation, on n'a pas été encore tout à fait, on n'a pas été capable de véritablement développer cet outil. Mais quoi qu'il en soit, même si ça n'est pas dans les usages, qu'est-ce que cela permet en termes de différenciation? Ben, par exemple, de mettre en place des exercices progressifs à partir d'un diagnostic qui est fait sur le niveau d'accès d'acquisition de l'élève. On peut mettre en place des exercices progressifs. On peut mettre en place des explications détaillées, qui là où un élève ne comprend pas, on va dérouler une progressivité simplifiée qui va lui permettre de passer le pas. On peut mettre en place, toujours dans le cadre de la différenciation, des tuteurs personnels. C'est-à-dire que l'élève rentrant un certain nombre de réponses dans la façon dont il a travaillé, etc., le tuteur va lui dire comment il va devoir organiser son travail, sur quelle notion il va devoir insister plutôt que d'autres, s'il a assez travaillé ou pas assez à travailler pour faire une acquisition de notions. Donc il y a véritablement la possibilité d'un guidage par l'intelligence artificielle qui viennent se substituer à ce que l'on traduit, ce que d'habitude on a appelé les tuteurs, qui a été un concept qui s'est développé dans les politiques éducatives. On peut mettre en place un certain nombre de quiz dans les classes, c'est-à-dire très rapide, qui permet questions-réponses de situer si véritablement la présentation du cours qui a été faite, elle est acquise et comment elle est acquise et jusqu'à quel point. Donc il y a au niveau des évaluations un travail qui peut servir, qui peut être servi par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut également participer à motiver. Il y a des élèves qui, je l'ai indiqué tout à l'heure par rapport à la culture scolaire, s'ennuient,
sont dans des grands écarts. Et donc l'intelligence artificielle peut développer des formes qui sont des formes plus attrayantes, des accès, jusqu'à des jeux éducatifs extrêmement élaborés, où quand on répond à un certain nombre de questions, elles sont présentées comme des sortes d'énigmes. Et une fois qu'on a résolu l'énigme mathématique ou que sais-je, on passe à l'énigme suivante. La Donc fameuse il y a ludopédagogie. sur la motivation, oui, mais donc qui susceptible d'être critiqué, mais enfin je veux dire l'outil peut permet de le développer. Euh, euh, et enfin, autre dimension qui peut être intéressante, l'intelligence artificielle peut contribuer au travail collaboratif. C'est-à-dire que par exemple, sur une question de sciences et vie de la Terre, on va avoir des élèves qui, avec l'outil, va travailler sur la dimension des sciences de la nature proprement dite, et puis un autre groupe va travailler, par exemple, dans la façon dont la recherche a évolué dans les conditions historiques et tous les effets sociétaux que ça a pu avoir en fonction de la recherche qui a pu se faire dans les sciences naturelles. Et donc établir une corrélation, finalement, entre les groupes de travail, entre des plateaux différents du même sujet mais dans des dimensions qui sont différentes. Donc, elle peut contribuer à cette collaboration. Donc, on voit que l'outil permet beaucoup de choses hein, au niveau du travail éducatif. Ça, c'est du côté des élèves. Maintenant, si on regarde du côté des professeurs, bon, en plus de la différenciation hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, à travers les exercices, les explications, les quiz, les évaluations, que sais-je, l'organisation de la classe par le travail collaboratif. Donc ça, ce sont évidemment des outils au service de l'enseignant, mais tout simplement, on est dans une période où la surcharge des classes, la complexité du travail qui est effectué par les enseignants est une charge mentale et une charge en temps qui est au-delà de ce que peut faire une personne. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation, ça le public extérieur ne le savent pas, hein, je le dis, on est arrivé à une situation de surcharge dans ce travail qui est un surmenage, qui est une pénibilité, mais qui est aussi un surmenage. Et donc par conséquent, l'outil, de par tout ce qu'il peut apporter dans l'organisation de la classe, des exercices, de l'évaluation, c'est un dégagement du temps de travail de l'enseignant. C'est-à-dire que en mettant ça en place, il se libère d'autant par rapport à d'autres possibilités qui lui est données de travail par rapport à l'élève, justement à la façon dont il peut intervenir directement sur certains des élèves, parce qu'il aura réparti, distribué son travail sur une organisation différente. Donc du point de vue de l'enseignant, c'est susceptible aussi d'apporter beaucoup. Alors maintenant, euh, essayons de voir quelles sont les limites de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais d'abord prendre trois dimensions. D'abord, il y a, de toute façon, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, des questions éthiques qui sont susceptibles de se poser. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr qu'une intelligence artificielle, par rapport à un résultat qu'elle vous donne, établit un rapport à la vérité. Il y avait quelqu'un qui pensait sur l'intelligence artificielle qui disait l'intelligence artificielle, elle est excellente tant qu'on n'est pas dans des rapports à la vérité. Donc, autrement dit, de toute façon, quand il y a une question scientifique ou une question où il s'agit de faire une démonstration d'exactitude, y compris dans une compréhension de thèse, il faut que derrière l'explication donnée par l'intelligence artificielle, il y ait un service rendu du professeur qui a une vigilance par rapport à la proposition qui est faite de l'intelligence artificielle qui ne répond pas à la question de la vérité. Donc il y a une question d'éthique par rapport à la question de la vérité. Je ne parle pas des questions éthiques qui sont susceptibles d'être posées par rapport à des phénomènes d'opinion qui sont susceptibles de contaminer le propos, parce que c'est l'intelligence artificielle, elle vient ramasser
tous les messages qui ont été exprimés sur Internet. Donc, il faut savoir quand même qu'un jour, un chercheur avait demandé, j'ai deux exemples en tête là qui me viennent, qui avaient demandé quel était le modèle politique le plus intéressant qui pouvait être proposé. L'intelligence artificielle avait développé une conception qui était à peu près équivalente à celle du nazisme. Ce qui vous indique à quel point le phénomène de l'opinion est susceptible de devenir dangereux dans le discours porté par l'intelligence artificielle. Et sur Sciences Po, je crois que c'est sur Sciences Po, sur Polytechnique, je ne sais plus quelle est l'école qui avait travaillé là-dessus, ils avaient lancé un programme comme ça de recherche, et au bout à peu près de la cinquième ou sixième réponse, ils avaient des réponses qui étaient liées à l'islamisme politique. Vous voyez, donc il y a un phénomène véritablement de risque dans la proposition de l'intelligence artificielle en termes de vérité et d'éthique collective. On pourrait élargir la question de l'éthique. La deuxième limite de l'intelligence artificielle, c'est le sentiment qu'elle donne dans les résultats qu'elle propose, parce qu'elle a une puissance technique, de l'objectivité du résultat. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on est fixé au résultat. On est calé par l'effet rendu par l'intelligence artificielle. Or, un véritable travail de signification culturelle, c'est un processus qui est un processus toujours ouvert. Donc le phénomène, finalement, de l'effet de certitude qui est produit est quelque chose qui vient donner une sorte d'impensé dans le résultat technique que peut donner l'intelligence artificielle. Un processus de savoir et d'émancipation dans le savoir, c'est une ligne de devenir qui est ouverte. Donc il y a une contradiction entre l'objectivation du résultat et cette ligne de devenir. Je vais même plus loin. Ce qui fait qu'on s'épanouit dans un processus de savoir, c'est un parcours discontinu. C'est-à-dire qu'on rencontre des obstacles, des moments irrationnels, qui obligent l'esprit à surmonter l'obstacle, à accepter la patience de ne pas avoir le résultat tout de suite. Et c'est finalement dans les interstices et les intervalles du savoir que l'on pense autant et même davantage que dans les contenus. Et donc, le processus technique qui vient finalement canaliser le savoir est une dimension qui fait perdre les discontinuités du devenir dans le savoir. Or, l'émancipation se fait sur ce type de ligne de progression. Oui, l'émancipation, elle se fait pas en appuyant sur un bouton et en attendant une réponse. Tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, c'est toujours pareil. Si la progression, elle est pensée en efficacité par rapport à une acquisition, on transforme, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la pédagogie de la compétence, le savoir en utilité, c'est-à-dire en finalité fermée et pragmatique. Or, le savoir humaniste, mais j'aurais envie de dire le- 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 la culture qui permet d'augmenter sa puissance de vie, sa puissance vitale finalement, c'est quelque chose qui ne se limite pas à la dimension fermée de quelque utilité que ce soit. Et ça, que ce soit la compétence ou la segmentation des finalités par les objectifs donnés par l'intelligence artificielle, ne permet pas cet embrayage entre l'ouvert et le grand dehors de la culture. Donc là, il y a du point de vue des fondamentaux finalement de l'accès au savoir, quelque chose qui, dans cette prothèse-là, ne suffit pas. Ensuite, il y a quelque chose euh, qui est particulier à l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne contextualise pas. Vous êtes dans un développement d'apprentissage
il y a dans les associations que vous faites des connexions absolument multiples, qui fait que vous allez former le savoir, mais comme dans une sorte de centre de gravité, d'individualisation du savoir, dans une complexité à de multiples variables. Et donc, il faut toujours situer son savoir dans le contexte pour que véritablement il fasse signification par rapport, si vous voulez, à la culture d'ensemble, enfin l'agencement global, en quelque sorte. Et ça, la technique ne permet pas la contextualisation. Autre dimension qui est un véritable danger, alors par contre, c'est le risque de la perte de l'effort. Mais alors, juste avant, Je dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un effet de vérité parce que finalement il s'agit d'un robot et que le robot c'est pas un être humain? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que bon, le robot ne peut pas mentir quelque part? Il peut se tromper mais c'est ce que éventuellement, je mais pas disais, mentir. c'est un argument que j'ai expliqué Ah. jusqu'avant, c'est qu'il y a un effet d'objectivité par la technique qui vient fermer le savoir dans des segments. Voilà. Alors que le savoir, c'est pas ça. Hein. Donc, c'est effectivement. Et puis, l'effet d'objectivité peut être, comme je l'ai indiqué, si on attend, si on a une croyance à la vérité du résultat de l'intelligence artificielle et qu'on ne l'ait pas vérifié, on est susceptible d'être dans des pensées de vérité qui sont complotistes, par exemple. On va réinventer le créationnisme avec l'intelligence artificielle, à l'insu de tout darwinisme, fut-il un darwinisme évolué. Une conception, un darwinisme a été dépassé. Donc il y a effectivement un problème à la vérité. Mais le dernier point que je voudrais garder là, en conclusion, C'est l'effort. Mais vous en parliez juste c'est la avant, vous question, parliez c'est la question de de cette l'effort. tension dans la recherche de la vérité, etc. Voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire que de toute façon, l'effort, il est consubstantiel au fait qu'il faut que je m'en sorte du problème, de la compréhension. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la persévérance de soi dans la compréhension. Et c'est ça qui fait finalement le moteur de l'effort. Mais à partir du moment, si vous voulez, où la réponse, elle est d'une certaine façon prémâchée, ben vous ne rentrez plus dans cet intervalle de l'effort nécessaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, compte tenu que, on va dire, une des tendances, un des vices de l'humanité est compté dans la paresse, il faut quand même se dire que la machine, elle est susceptible, de ce point de vue-là, d'encourager ce vice. Mais je ne voudrais pas le dire de façon morale, j'ai tort de le dire comme ça. En fait, la machine, elle court-circuite la possibilité de l'effort pour conquérir la compréhension du sens. C'est-à-dire que si il y a un effet de paresse, c'est finalement dans l'automatisme que la paresse vient se constituer. C'est pas la faute de l'élève, mais l'élève qui est branché à ce court-circuit, et finalement, il est entretenu dans dans une soustraction de sa possibilité, de sa puissance. Et il y a un court-circuit. Voilà. Et ça, c'est un véritable danger hein, par rapport. Voilà. Par exemple, pour venir à la question, il y a tout un soupçon qui est en train de se développer par rapport à la tricherie. Mais est-ce que c'était pas la même chose avec, avec le passage du calcul mental à la calculatrice? De toute façon, on va dire que ça, c'est une affaire de degré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une technique de savoir vient, si vous voulez, faire prothèse par rapport à l'esprit nu, en quelque sorte, il y a toujours un effet de délégation sur une extériorisation. Alors, il y a toujours là, de ce point de vue, un plus et un moins, un, un poison et une évolution. Et donc, c'est dans la façon, finalement, dont on traduit l'usage de l'outil qu'on empêche le poison pour être sur la progression. Voilà. Hein. Euh, le, le, c'est ce qu'on appelle chez les Grecs le pharmacon,
qui est toujours comme ça quelque chose qui est une technique qui vient, la technique d'écriture, qui vient supplémenter finalement l'état naturel, en quelque sorte. Mais quand on a un supplément, on perd une puissance et on en gagne une. La question est de l'orienter vers une émancipation. Et donc par rapport à ça, il faut avoir une problématisation de ce qu'apporte la technique, de telle manière à rester dans les finalités de l'émancipation. Ce qui implique de savoir penser la technique. Je vais y revenir. Donc là, il y a véritablement un problème de l'effort. Alors je vous ai dit, hein, ça me dérange un peu de le formuler en termes moraux, qu'on retrouve sur la question de la tricherie. Beaucoup d'enseignants, j'avais un maître qui était Gérard Granel, qui était un maître de philosophie, qui disait, vous vous rendez compte, on est sur une conception de l'évaluation dans les systèmes scolaires où on est seul comme quand on va pisser. Et donc, pardonnez-moi hein, ce langage familier, mais je le tiens de mon maître, ce qui n'est quand même pas rien, hein. Mais donc, ça veut dire que si vous voulez, il y a une sorte de confidentialité réservée dans l'acte de celui qui va produire quelque chose qui va être évalué. C'est un acte privé, ce qui doit être évalué. Et si c'est la machine qui fait le travail à votre place, vous déroutez la privatisation de l'acte. Et à ce moment-là, vous êtes dans la tricherie. Et donc, il y a un soupçon sur les évaluations. Vous savez qu'à l'heure actuelle, à l'université, dans les cours et dans les évaluations, vous avez un mode d'emploi qui vous autorise ou qui ne vous autorise pas l'usage de ChatGPT. Ah, De telle manière, justement, je savais pas. voilà, de telle manière, justement, il y a toute une charte qui a été développée qui, si vous voulez, va venir définir justement cette répartition de l'outil par rapport justement à cet acte privé. Bon. Donc il y a une véritable question qui se joue. Mais j'aurais envie de dire que de toute façon, la tricherie s'explique par le court-circuit de la machine. C'est-à-dire c'est le court-circuit qu'opère la machine qui fait que de toute façon, on a perdu la privatisation de l'acte. Voilà. Et ce n'est que, d'une certaine façon, à retrouver une dimension de sens dans ce rapport au déplacement de l'acte privé qu'on peut retrouver, si vous voulez, une dimension de progression avec la machine. Alors c'est un peu obscur ce que je suis en train de dire, mais ça implique qu'il y ait de la part des enseignants, on pourrait presque dire comme une sorte de littératie pédagogique de la machine. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant en comprenne l'usage. Alors, je vais un petit peu développer là. Je suis côté prof, hein. J'ai regardé tout ce qui pouvait se passer du côté des élèves dans le rapport au savoir. Maintenant, du côté des profs. Ben, du côté des profs, ça implique que, il doit y avoir une conscience. Donc, ça implique de comprendre, de penser la machine. Ça, c'est très. Pour ceux qui veulent approfondir ces questions-là, il faut lire Simondon où il faut lire Stiegler et un peu Heidegger sur la question de comment avoir un rapport plus libre et penser avec la technique. La technique nous plie, plie le monde, met le monde, l'objet à genoux derrière la technique, mais comment réouvrir la technique dans une dimension de liberté. C'est tout un sujet qui commence chez Heidegger, mais qui est profondément intéressant dans la philosophie de Simon Dorbon. On n'est pas là pour faire de la philosophie, mais j'indique quand même ces références qui permettraient aux gens de se donner une pensée par rapport à ce nouvel Simondon à cet égard. Mais donc je reviens à la question de l'enseignant. Donc l'enseignant, d'une certaine façon, qui est un médiateur qui fait une médiation entre, pour reprendre une des formules tout à l'heure, du langage quotidien par rapport à une culture commune, qui est le médiateur. À partir du moment où, dans cette médiation, entre le langage quotidien et cette culture commune, il y a l'intelligence artificielle. Eh bien, il doit être en capacité de faire la médiation de cette médiation. C'est celui qui doit dominer la médiation, c'est le prof. Et là, il y a au moins deux dimensions sur lesquelles il doit veiller dans cette médiation.
La première, c'est la médiation de la contextualisation, justement. Je vous indiquais tout à l'heure que l'outil ne permettait pas la contextualisation. Faire la médiation de ce que propose l'outil, c'est le resituer dans des agencements d'ensemble, ce qui implique de resituer le savoir qui est apporté dans des ensembles. Ça, c'est le travail de la médiation que doit opérer l'enseignant. Et puis, il y a une deuxième dimension, qui est une dimension philosophique. Le prof de philo, hein, faut pas m'en vouloir. Mais il faut comprendre ce que c'est qu'apprendre. Il faut comprendre ce que c'est que la culture. Il faut comprendre ce que c'est que la transmission. Donc, autrement dit, il faut être dans une capacité des problématisations du sens. Si on n'est pas capable, dans la pensée, de problématiser le sens de ce qu'on est en train de faire, dans les finalités que l'on sert, y compris avec l'outil, l'outil vous capte. L'utilitarisme de l'outil vient complètement vous avaler et vous enlève votre propre pensée par rapport à votre acte, à votre liberté pédagogique. Donc, de toute façon, les trois dimensions que l'enseignant doit développer comme compétences, entre guillemets, vis-à-vis de cet outil-là, un, c'est la compréhension de l'outil, d'une part, ce qui implique une pensée de la technique et de la connaissance de l'outil. Deuxièmement, la contextualisation. Troisièmement, la problématisation des significations. Et c'est grâce à ces dimensions-là que sa liberté pédagogique est susceptible de conduire des finalités. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui sur un état des lieux par rapport à l'intelligence artificielle. Très bien. Et, bah, écoutez, c'était une belle interview. J'ai pas tellement vu le temps passer. Euh, voilà, et ben bah, voilà, on va s'arrêter là. Et peut-être, On peut parler après, on peut parler en off, Omar, bien après. sûr, bien sûr.